Donc bonjour, maintenant il va être question d'un égal accès au numérique pour tous ou comment garantir l'équité territoriale. Donc pour en discuter, nous allons accueillir Adélaïde Albaoui-Kissi. Vous êtes maître de conférence en informatique appliquée, responsable du parcours packaging numérique à les EPAC et vous êtes également directrice du Fab Lab Le Pensio. Ensuite, monsieur Sébastien Cotte. Alors vous êtes connu pour être le monsieur connecteur Auvergne. Vous êtes également fondateur de Mon Territoire Numérique et organisateur de Ruraltique d'événements sur le numérique. Ainsi que Michaela Dendulk, vous êtes professeure au collège public de Monistrol et coordinatrice du dispositif relais du bassin de Monistrol. Je vous invite à venir vous asseoir. Alors juste quelques chiffres pour commencer qui émanent du Sénat. 80% de la population en zone rurale n'a pas accès à la fibre et 60% n'a pas accès au très haut débit. Donc c'est déjà une vraie problématique. Vous organisez, Monsieur Cotte, un événement en juin prochain sur la jeunesse rurale. Y a-t-il une égalité en 2020, notamment numérique ? Alors justement, comment ça se passe dans nos territoires ruraux ? Vous connaissez bien la problématique dans le Cantal. C'est clair, merci et bonjour à toutes et à tous. La situation effectivement des jeunes dans la ruralité, elle a un effet trompe-l'œil, c'est-à-dire que le très haut débit se déploie très très vite, parfois mieux dans les zones rurales que dans les zones périurbaines, mais malgré tout, on vise un très haut débit pour tous, entre guillemets, à l'échéance 2025. Alors certes, pour ceux qui ne sont toujours pas connectés, en voyant que leurs voisins le sont de plus en plus, ça devient d'autant plus insupportable. Mais aujourd'hui, je tiens simplement à rappeler que dans le cadre du plan France très haut débit, et donc dans ce partenariat constant avec les collectivités, on pose chaque jour ouvré 20 000 prises fibre. Voilà, 20 000 prises fibre par jour ouvré. Donc je dirais que ce programme-là, il est clairement en cours de finalisation, même si 2025, c'est encore loin, et ça fera de la France le pays le mieux connecté d'Europe à cet horizon-là. Donc voilà, il y a aussi une bonne nouvelle là-dedans qui est importante à prendre en compte. Ensuite, tout de suite maintenant, pourquoi on se pose la question de l'égalité d'accès ? C'est parce que effectivement, dans les zones rurales, on a un taux de connectivité qui, pour l'instant, est plus faible que dans la plupart des zones urbaines et les métropoles, qui est corrélé aussi avec un panier moyen, enfin des conditions financières aussi plus défavorables, parce que tout est lié. Parce que l'égal accès au numérique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a la connexion, et ça, la solution aujourd'hui, elle est dans les collectivités. On peut attendre que le plan Auvergne très haut débit arrive, mais si on est sur la carte qu'à partir de 2022 ou 2025, ça fait loin. Or, il y a des solutions techniques qui existent, il y a des ponts THD radio, etc. Il y a tout un tas de solutions qui existent. Si un élu local ou un EPCI souhaite se saisir de cette question, eh bien, il va se dire, bon, moi, je vais peut-être pas connecter tout le monde, mais je vais peut-être connecter 3-4 lieux dans lesquels les jeunes de ce village-là vont pouvoir effectivement se connecter. Et je vais créer un tiers-lieu dédié à l'éducation d'urgence ou à l'éducation de sauvetage. Parce que si on est là et qu'on se pose la question, et s'il y a des états généraux du numérique éducatif, c'est juste parce qu'on a été mis le nez en face de la difficulté, où il a fallu trouver un plan B au moment du confinement. Donc, il faut prévoir des situations d'urgence, ce qu'on appelle des backups, pour dire, qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes s'ils se retrouvent reconfinés, sachant qu'ils ne sont pas connectés à la maison. Et ça, c'est la communauté éducative, incluant le maire, les associations, les directeurs d'école, pour dire, ok, qu'est-ce qu'on fait ? On se pose et on va chercher des solutions techniques. Quand le problème est technique, c'est qu'il y a déjà plus de problème. Parce que les solutions, elles existent toutes. Ça peut être du satellite, ça peut être du Wi-Fi Max. On peut s'appuyer sur, ici, un réseau territorial de Wi-Fi territorial, aujourd'hui, extrêmement bien maillé, puisqu'il y a 200 antennes Wi-Fi territoriales déployées en Haute-Loire sur déjà 80 communes. Donc voilà, c'est se poser la question, on est dans une logique de je crée de l'infrastructure. Okay. Deuxième sujet, c'est le même, c'est-à-dire il faut de la connexion, ensuite il faut un ordi. Il ne faut pas une tablette, parce que les plans tablettes, la tablette est un outil passif pour regarder des contenus, c'est pas un outil de travail. Donc il faut des PC. Donc comment on trouve localement, collectivités, les parents, les assos, comment on achète un certain nombre de PC pour les gamins qui n'en ont pas.
Des PC recyclés, des PC de seconde vie qui sont très bien, reconditionnés, etc. Voilà. On règle un problème, la connectivité. Le deuxième problème, c'est le matériel. Ok, on est pas mal. Et puis, troisième couche, c'est les compétences, la capacité à utiliser cet ordi. Et l'Internet que la connexion me permet d'aller visiter via cet ordinateur. Donc ça, c'est de la montée en compétences numériques. Ça veut dire que il doit y avoir un accompagnement. Alors l'Agence nationale de cohésion des territoires va lancer d'ici un mois un programme d'accompagnement financier dans les collectivités pour des postes de médiateurs numériques. On a eu les hussards noirs de la République, tout le monde les a en tête ici. Là, on a les hussards noirs du numérique qui vont progressivement débouler si les collectivités sont justement sur le pied de guerre pour les recruter et mettre ces postes-là en place. Eh bien, on va avoir quelqu'un qui a des compétences pour expliquer à un jeune, quel que soit l'âge, comment utiliser Internet en conscience, à des fins pédagogiques, à des fins, je dirais, d'auto-éducation et de progrès. Et il a même des outils d'évaluation très clairs, ça s'appelle PIX. PIX, c'est un GIP, copiloté par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, et qui remplace le B2I, C2I, etc., et qui permet à un jeune de, voilà, graduellement, d'abord s'évaluer, en étant accompagné par le médiateur, et puis de progresser dans ses compétences jusqu'à des niveaux assez élevés. Parce que les digital natives, tout le monde ici le sait dans cette salle, n'existent pas. Les compétences d'un adolescent ou même d'un jeune en face d'un ordinateur, c'est proche de zéro. Ils sont super compétents sur TikTok, sur Snap, sur Insta, etc. Mais voilà, leur outil de référence, c'est le smartphone. Le smartphone n'est pas un outil de travail. C'est pas un outil d'éducation. Enfin, de mon point de vue. Mais bon, je prends des risques en disant ça devant une communauté éducative. C'est la première ressource. Je pense notamment à des élèves qui peuvent être internes et qui n'ont pas forcément accès à un ordinateur de fait et à Internet. Et le téléphone reste la première ressource pour pouvoir accéder justement à Internet. Tout à fait, mais ça n'est pas un outil dont, enfin, l'ergonomie n'est pas suffisante. C'est pas un outil de production, donc on doit se dire qu'à un moment donné, tout élève, tout jeune, doit avoir l'accès à un ordinateur qui soit fixe ou portable, préférence portable parce que ça l'accompagne, mais voilà, il faut une ressource qui permet d'avoir un clavier, une souris, un écran, des logiciels, pas des applis, pour travailler sérieusement et pour produire des choses et produire de l'intelligence. Donc voilà, si vous avez la communauté éducative, c'est-à-dire les élus, les associations, les acteurs de l'éducation qui se réunissent sur un territoire et se disent « Où en sont nos gamins ? Est-ce qu'ils sont connectés ? Non. Ok, on s'organise. Est-ce qu'ils ont un ordi ? Non pour certains. Ok, on s'organise. 3. Est-ce qu'on a un médiateur numérique ici ou un médiateur numérique volant sur le territoire ? Oui, non. Si on n'en a pas, on en recrute un. Et là, on a quand même créé une forme d'infrastructure de protection, entre guillemets, éducative des enfants de son territoire, qui permet de réduire à zéro cette inégalité d'accès devant le numérique. Parce qu'on a travaillé sur la connexion, sur le matériel et sur les compétences. Alors justement, Adélaïde, Albaoui, comment ça se passe dans un Fab Lab ? Parce que c'est quand même une nouvelle ressource qui existe dans le département. Est-ce qu'il y a véritablement un besoin ? Est-ce que vous avez vu émaner des questions auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Un égal accès au numérique pour tous, c'est en fait un égal accès à la ressource numérique pour tout le monde. La question derrière, c'est qu'est-ce que c'est qu'une ressource ? C'est à première vue une vidéo, un fichier, mais ça peut être aussi de l'immatériel. Quand on parle des Fab Labs, on parle en fait de la ressource plutôt matérielle et en fait de cet enjeu qu'il y a derrière l'impression 3D, qui est de rejoindre en fait l'unité du numérique qui est le bit avec l'unité de la matière qui est l'atome. Et derrière cela, il y a un enjeu très fort de résilience productive, de réindustrialisation au niveau de nos territoires. Les tiers-lieux, parce qu'en fait, les Fab Labs sont un tiers-lieu particulier dans la dynamique des tiers-lieux, donc des lieux hybrides dans lesquels on peut travailler, se former, apprendre aussi, sont en fait des lieux qui permettent en fait à la fois la résilience des territoires, mais qui permettent aussi d'accéder à la ressource. En fait, les tiers-lieux,
que ce soit un Fab Lab ou un espace de coworking, ce sont des lieux ressources. Donc vous avez la ressource, on va dire immatérielle, et vous avez le lieu ressource qui vous permet en fait d'acculturer, comme le disait Sébastien Cotte, d'accompagner et de créer cette médiation nécessaire pour l'appropriation des ressources, qu'elles soient éducatives, mais aussi professionnelles. Donc, je reviens maintenant sur votre question. Qu'est-ce que j'ai découvert ? Plein de choses, en fait. Le fait que, en fait, au sein de l'université, on est un lieu assigné, en fait, à notre public, et un public d'étudiants et d'enseignants-chercheurs. Donc, en fait, la question clé pour nous, c'était comment, en fait, l'université devient tiers-lieu. Et ça, c'est un enjeu sur lequel on a travaillé avec d'autres acteurs, dont notamment la cocotte numérique du département dans lequel Sébastien évolue. Et derrière cela, c'est poser la question par rapport à notre territoire de comment, en fait, on travaille en réseau, comment on mutualise les compétences et aussi comment on mutualise les données et les projets sur lesquels on va travailler. Et donc, est associé à ça, au niveau des Fab Labs, ce qu'on appelle la fabrication distribuée. L'idée que, en fait, on pourrait, au travers de plateformes particulières, en fait, concevoir des objets qui pourraient s'inscrire dans une dynamique de commun, de bien commun, et que on pourrait fabriquer un bout à Aurillac, un autre au Puy-en-Velay, un autre à Lyon, ou alors fabriquer un objet commun qui aurait une déclinaison particulière selon les territoires, selon les besoins des habitants, des citoyens, des enseignants qui évolueraient sur ce territoire-là. Et donc cette idée de mettre en commun en fait à la fois les ressources techniques, les ressources pédagogiques, pour en fait créer un réseau local de compétences techniques autour du numérique et un réseau de compétences en fait autour de cette fabrication, ça a été l'enjeu clé aussi. Ok. Mais avant de pouvoir arriver à la ressource, donc il faut lutter contre l'illectronisme. Alors c'est un drôle de mot hybride entre illettrisme. J'imagine qu'au niveau du collège, c'est la première chose que vous faites. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'ai pu constater, notamment pendant le confinement, mais déjà avant, puisque moi, je travaille avec les élèves décrocheurs, donc du coup, c'est ceux qui sont les plus loin des usages vraiment pédagogiques du numérique, en fait. J'ai pu constater que tout d'abord, eh bien, pour pouvoir travailler, il faut un minimum avoir LibreOffice sur son ordinateur et pouvoir ouvrir les documents PDF que les profs envoient. Eh bien, figurez-vous que ça ne va pas de soi. On pense tous que ça va de soi, mais je peux vous assurer que sur les premières heures de visio que j'ai mises en place avec les élèves en individuel, j'ai fait ce rôle de médiatrice dont vous parliez. J'ai passé des heures grâce au partage d'écran à pouvoir guider mes élèves pas à pas en leur disant là tu vas sur tel site, tu vas télécharger LibreOffice, tu vas l'installer là, en bas à gauche tu tapes là, tu cliques là, etc. C'est impressionnant à quel point c'est vraiment de l'enseignement explicite qu'il faut, mais au degré, il faut partir de zéro. Je pense que la majorité d'entre nous, on n'en avait pas conscience. Moi, j'en avais pas conscience que c'était à ce point-là. Je pense qu'il est indispensable de mettre en place des sondages à l'entrée au collège chaque année, en début d'année scolaire, pour savoir comment les familles sont équipées, comment les élèves ont accès aux ordinateurs, aux tablettes ou aux smartphones. Si déjà ils ont un smartphone, eh bien, je suis d'accord avec vous, ça résout pas tout, hein, mais c'est déjà ça. Parce qu'on en avait tellement qu'ils n'en avaient même pas. Donc sur les smartphones, on peut aussi installer LibreOffice, on peut aussi, mine de rien, répondre au moins, faire un peu de traitement de texte et renvoyer un document en pièce jointe. Mais tout ça, eh bien, ces élèves-là, et je pense qu'ils sont très 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 nombreux et qu'on sous-estime vraiment le besoin d'enseignement de l'informatique. À mon avis, il faut mettre en place sur des temps de 12h, je pense, malheureusement, puisque sinon on aura du mal à faire en sorte que les enseignants puissent se rencontrer. Je pense qu'il faut mettre en place dans chaque établissement des groupes de travail, peut-être des groupes aussi
par groupe de niveau, avec de la mutualisation pour les enseignants, pour qu'ils puissent apprendre à utiliser les logiciels. La classe virtuelle, c'est vrai que moi, j'ai utilisé cet outil-là. Je ne le connaissais pas du tout. C'est grâce à un enseignant qui m'a dit et qui m'a invité à venir d'abord participer à une de ces classes pour voir comment ça se passait, et puis ensuite qui m'a montré les fonctionnalités, là aussi par partage d'écran. Et vraiment, le partage d'écran, ça change tout, quoi, parce qu'on peut montrer ce qui se passe et guider pas à pas. Voilà. Je pense que c'est ça. Si je vous suis bien, avant même de parler de moyens techniques, il faut commencer à la base, comme pour toute éducation. Comme on apprend à lire, on apprend à se servir d'un ordinateur, on apprend à se servir d'un réseau. Tout à fait. Et surtout, ce qui manque, et on s'en est tous rendu compte, c'est une harmonisation des pratiques aussi. Parce que sur l'ENT, eh bien, franchement, je pense que tous ceux qui sont parents ici le savent. Nous, on a découvert l'ENT juste au début de l'année scolaire qui a vu donc, le confinement. On ne connaissait pas toutes les fonctionnalités parce qu'on a eu une formation au mois de juin et qu'on a commencé à utiliser l'ENT au mois de septembre. Donc, autant vous dire qu'en 2 mois, on n'a pas pu s'approprier cet outil. On a découvert qu'il y avait le cahier texte où on pouvait mettre des documents en pièce jointe. On a découvert qu'il y avait le classeur pédagogique. On a découvert qu'il y avait l'espace des classes. Les uns utilisent l'un, les autres utilisent l'autre. C'est un fouillis là-dedans, mais vraiment, ça prend des heures pour comprendre qui fait quoi, où, quand, comment. Il faut harmoniser les pratiques. Il faut absolument que à mon avis, que les chefs d'établissement eh bien, s'emparent de ce problème-là et guident les équipes pour mettre en place des moments de concertation grâce à, bien sûr, des conseils pédagogiques, à des moments où vraiment on travaille sur le sujet, parce que là, même à l'heure actuelle, moi j'avais l'espoir parce que pendant le confinement, on a eu des messages de nos chefs d'établissement nous incitant à harmoniser les pratiques. On arrive au mois de septembre, octobre, eh bien, force est de constater que c'est toujours pas vraiment fait dans chaque établissement. Et qu'aujourd'hui encore, eh bien, il y a des enseignants qui ne mettent pas les cours en ligne. On en est là, alors qu'on a plein d'absents quand même dans nos classes. Donc c'est à mon avis quelque chose de très important de retravailler là-dessus. Et puis maintenant on n'est plus, en tout cas pour l'instant, confinés, mais on a quand même plein d'élèves absents. On en a qui sont là et on en a qui sont à la maison en même temps. Donc je pense qu'il est indispensable d'équiper chaque salle de classe de webcam avec micro pour que les enseignants puissent à la fois faire leur cours en présentiel et faire un cours avec ceux qui sont à distance. Maintenant, on a des outils qui permettent de faire ça. Il faut de la formation, certes, mais il faut aussi que chaque établissement investisse là-dedans, quoi. Alors, justement, est-ce qu'à l'université, on ressent cette même fracture numérique? Étant donné que c'est censé être un tiers-lieu, en tout cas de le devenir, est-ce que cette fracture numérique, elle est aussi prégnante que dans les premiers stades de la scolarité? En fait, il y a différents niveaux de réponse. J'enseigne dans 2 structures, à l'IUT, au département informatique graphique. Lorsqu'il y a eu le confinement, donc les élèves du département informatique graphique, on les forme à ce qu'on appelle la programmation 3D temps réel, pour faire des environnements de jeux vidéo, des modélisations de bâtiments, comme par exemple celui-ci. Ils étaient quasi tous déjà outillés parce que ils sont informaticiens et que on peut pas apprendre l'informatique sans PC. Ce qui a été compliqué pour nous, c'est que les TP de modélisation à distance, c'est pas tout à fait simple. Donc on a dû faire des vidéos, comme j'ai fait exactement comme mon collègue Marc Cheval-Denay. J'ai fait des vidéos. Mon mari, qui est aussi enseignant dans le département, a fait pareil. Je suis responsable d'un parcours à les EPAC, où là les choses ont été un peu plus complexes parce que les EPAC, c'est une usine école qui forme des experts en packaging. Et si vous n'avez pas accès à l'environnement machine qui vous permet de faire des emballages, ça devient compliqué. Donc là, en fait, on a modifié des cours, des contenus dans un délai très 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 court, mais comme tous les enseignants, quel que soit en fait le public cible. Et puis pour les élèves, les étudiants qui sont alternants,
c'est aussi poser la question de leur alternance et qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Ensuite, au niveau des Fab Labs, pendant le confinement, en fait, donc il y a le territoire régional est émaillé de 65 Fab Labs. En fait, on s'est tous posé la question de ce qu'on allait faire. Moi, à titre personnel, j'ai appelé mon directeur de l'IUT et j'ai installé un Fab Lab dans mon grenier, voilà. Et en fait, on a tous fait en fait des visières de protection pour protéger dans la première vague les soignants, dans la deuxième vague les administratrices pénitentiaires, les policiers, dans la troisième vague ceux qui reprenaient le travail, les commerçants et les acteurs de proximité. Et ça a fonctionné sur la base en fait de cette fameuse fabrication distribuée. Donc ce qui se passe, c'est que sur des plateformes dédiées, nous avons tous créé en fait différents modèles qui correspondaient en fait aux besoins de nos territoires. Le besoin n'est pas le même pour une coiffeuse que par exemple pour quelqu'un qui retourne à l'usine. Et donc on a créé en fait 15 modèles qui correspondaient en fait à nos besoins de territoire. Et ensuite, on a déployé des stratégies qui permettaient en fait d'imprimer en 3D en fait des visières le plus rapidement possible. Et déjà, il y avait un temps qui était optimisé et aussi en fait la forme en fait de la visière qui était optimisée par le modèle 3D. Et ensuite, en fait, il fallait les livrer. Et donc, au travers en fait de cette expérimentation qui était nous à notre niveau local, mais en fait qui s'est déployée à l'international parce qu'on avait des visios avec nos acteurs de Barcelone qui nous disaient comment faire pour les respirateurs, etc. Et en fait, on a résolu un problème local. Et on a partagé les connaissances ont circulé. Et ça peut être possible parce qu'on avait à la fois des machines, une expertise machine, mais aussi une accessibilité pour pouvoir accéder aux modèles 3D qui étaient sur les plateformes, les télécharger et échanger et faire des retours d'expérience pour améliorer le dispositif pour les collègues qui étaient un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, finalement, c'est pas une fatalité d'être en zone rurale pour avoir une égalité d'accès au numérique. Il y a la question des tuyaux qui se pose forcément, mais si je vous suis bien, c'est aussi une question de s'acclimater aux besoins des territoires. Oui, la question de la connectivité, elle est évidemment première, mais elle couvre pas tout le champ. C'est-à-dire que la question, c'est, j'entends les groupes de travail en interne dans effectivement la communauté pédagogique, mais j'insiste sur cette notion de communauté éducative qui associe les élus et le territoire, parce que clairement, ce projet-là de réduire les inégalités et d'éviter le décrochage, pour le coup le débranchage des élèves, peut constituer le socle de politique jeunesse locale qui en ruralité sont quand même en général aux abonnés absents. Dans les quartiers politiques de la ville, vous avez des kilos et des kilos de politique jeunesse, on ne sait plus quoi en faire, formidable. On me dira, c'est parce qu'il y a des jeunes. Ben oui, mais si on veut garder nos jeunes à nous, il faudrait peut-être avoir des politiques jeunesse aussi. Donc, je crois que ça, comme point de départ d'un travail justement qui permettra d'organiser des moyens sobrement, intelligemment sur les territoires, justement en mode plan B éducatif et de faire monter tous ces gens-là en compétences sur le numérique. Voilà, dans ce dialogue autour de la communauté éducative et sur les territoires, ce dialogue, je dirais, éducation nationale et collectivité qui est régulier, courant, quotidien, voilà, pousser les élus locaux à avoir des politiques jeunesse dont le premier acte soit justement de la lutte contre le décrochage et l'acquisition de compétences numériques. Pour autant, on voit aussi que de plus en plus, je vais parler pour la Haute-Loire, on est quand même un peu, malgré cette problématique d'accès au numérique, à l'ESEPAC, c'est une filière qu'on ne voit pas partout, celle que vous avez mise en place. C'est la seule en Europe. C'est la seule en Europe. Il y a quand même un besoin, là, pour le coup, de tuyaux ouverts. Vous avez pu le faire parce que c'était sur Saint-Germain-la-Prade, le bassin du Puy, ou est-ce que vous auriez pu le faire n'importe où? Ça va dépendre de ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la fabrication distribuée, il nous faut le modèle numérique et il nous faut la machine. Voilà. Donc, il faut l'accès à ce modèle numérique et la machine qui va avec. Donc, en gros, si le modèle numérique est pas trop lourd, on peut
s'arranger pour le télécharger, même via en fait un smartphone, et le déployer sur la machine. Tout va dépendre en fait de la ressource en fait. C'est toujours le même problème. Donc on en revient toujours, comme vous disiez, la première problématique, ça reste les tuyaux. Est-ce que vous parliez de 22 000 prises par an dans les hameaux, on est quand même 20 000 prises par jour. Par jour, dans certains hameaux de Haute-Loire, on ne les voit pas venir. Pas encore. Voire jamais. Il y a 1 200 000 foyers qui ne sont pas aujourd'hui dans le périmètre du plan France Très Haut Débit, seulement 1 200 000. Donc il y a effectivement des gens qui ne sont pas aujourd'hui sur la copie. En Haute-Loire, globalement, voilà, une part importante de la population, une part extrêmement majoritaire de la population est dans la copie. Donc on ne les voit pas arriver, oui, mais c'est un plan qui a été lancé en 2013, on est en 2020, il sera fini en 2025, donc il aura mis 12 ans. Je vous rappelle qu'il s'est écoulé 50 ans entre la première prise téléphonique posée en France et la dernière. Donc voilà, c'est naturellement urgent, c'est intolérable pour les gens qui ont été justement frappés de la double peine pendant le confinement, à la fois confinés et en plus isolés. Oui, évidemment, on s'est aperçu que le numérique, c'était devenu une infrastructure essentielle à notre vie quotidienne. Ok, ben aujourd'hui, les entreprises du très haut débit travaillent d'arrache-pied, mais il y a des solutions temporaires, il y a des solutions intermédiaires. On n'est pas obligé de se dire « Ah, mais moi, je suis sur la copie qu'en 2025, donc… Non, on peut, localement, collectivité, EPCI, travailler sur des solutions techniques pas chères. Aujourd'hui, nous, on va lancer un dispositif qui s'appelle SOS THD. Pour 4 000 €, vous avez une commune qui a le THD et puis la voisine qui ne l'a pas. Pour 4 000 €, on fait un pont hertzien d'une commune à l'autre pour partager le débit. Il y a aussi des solidarités territoriales qui peuvent être très simples. Et dans l'Allier, le département s'est engagé à prendre en charge directement ces 4 000 €. Donc, on peut bricoler aussi à nos échelles. On n'est pas obligé d'attendre que l'État et puis d'attendre tout d'en haut, entre guillemets. On peut se bouger localement et trouver des solutions techniques. Donc les solutions devraient partir de la base, si je vous suis bien. Absolument, comme toujours. Alors, si je puis me permettre, je pense qu'une des solutions directement dans les établissements scolaires, en tout cas pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à Internet, parce qu'on vous avez parlé de prêts de matériel informatique, notamment de PC, mais certains élèves avaient cet ordinateur qu'on leur avait prêté, mais n'avaient pas cette connexion Internet. Donc peut-être qu'on pourrait aussi mettre en place des prêts de clés 4G. Par exemple, qui pourrait être financé peut-être par le Fonds social, je ne sais pas, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut aussi garder en tête si reconfinement il devait y avoir. Oui, si comme vous l'avez préconisé, on fait un diagnostic de départ à la rentrée et qu'on sait où les gamins en sont, on va pouvoir travailler et trouver des solutions concrètes. Sinon, on nage dans le flou. Alors, il existe quand même une vraie difficulté. Cette difficulté, c'est par rapport à des besoins spécifiques. Travailler à distance, quand on n'a déjà pas un bon débit, c'est compliqué. Mais dès lors que l'on est porteur d'un handicap, ça le devient encore plus. Je pense notamment au handicap visuel. Certains enfants qui ont de grosses difficultés à être concentrés sur un écran parce qu'ils ne voient pas. Alors là, il n'y a pas de solution miracle, hormis l'aspect sonore. Mais le son, ça a aussi besoin de tuyaux, y compris par Internet. Mais là, en l'occurrence, je dirais aujourd'hui, le numérique permet de déployer des solutions spécifiques pour les personnes malvoyantes, pour les personnes sourdes, pour les personnes qui ont des handicaps, même des handicaps mentaux, y compris des handicaps moteurs. Ensuite, on est sur du spécifique. Encore une fois, il y a des dispositifs, justement, il y a des aides enfants handicapés, d'allocations enfants handicapés, il y a des dispositifs existants. Simplement, voilà, il faut les déclencher et avant ça, s'assurer que, même si ce sont des contenus spécifiques ou des matériels spécifiques, s'assurer que dans sa localité, dans sa commune ou chez lui, l'élève en question disposera d'une connexion suffisante. Voilà. Mais des inégalités, il y en a partout, et de toute nature. Et il y a des gens qui sont extrêmement mal connectés au centre de Paris. Il y a des gens qui habitent dans certaines métropoles qui n'ont pas d'ordinateur parce qu'ils n'ont pas les moyens. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On regarde où en sont les élèves individuellement et on arrête de déplorer les inégalités, on les corrige activement en faisant appel à l'ensemble de la communauté éducative et du territoire. Parce que ces jeunes-là, c'est les jeunes de nos territoires.
mieux on les traite, mieux on les soutient, plus ils auront envie de rester, d'entreprendre et de vivre sur nos territoires. Nous, c'est tout ce qu'on va porter mi-juin prochain à Ruralitique à Aurillac. C'est justement, c'est notre trésor. Donc on a envie qu'ils restent, parce que eux aussi ils ont envie de rester. Être obligé de quitter son territoire pour aller faire des études, si on le veut, c'est bien, les voyages forment la jeunesse, mais si on n'a pas envie, ça s'appelle un exil, hein, un départ forcé. Donc à un moment donné, voilà, même s'ils n'ont pas le droit de vote, il faut qu'on les regarde maintenant. Parce que quand on monte des politiques publiques, on les monte à 20 ans, donc c'est pour eux qu'on les monte. Pour répondre sur la question des élèves à besoins éducatifs particuliers, moi je trouve que j'ai découvert en formation cette année un outil qui s'appelle Framaki, qui est gratuit, qui devrait à mon avis être installé sur absolument tous les ordinateurs du collège et des écoles primaires bien entendu et des lycées, et que les élèves peuvent gratuitement télécharger à la maison aussi. Il y a très très peu d'enseignants à l'heure actuelle qui connaissent cet outil. Il y a un besoin de formation indispensable à mon avis, et c'est vraiment une ressource formidable qui existe, mais qui est très peu connue et qui demande quand même un sacré nombre de minutes, voire même d'heures pour être correctement prise en main. Mais ça vaut le coup, parce que la synthèse vocale, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'élèves que ça peut débloquer, beaucoup d'élèves qui ont un rapport à l'écrit, et notamment quand il faut faire des brouillons et revoir sa copie, si on le fait à la main, c'est un obstacle insurmontable pour ces élèves-là. Si on le fait sous forme de synthèse vocale, ça devient tout de suite beaucoup plus accessible. Donc je pense que là aussi, il y a un chantier à attaquer. Donc finalement, tout est à faire et tout part de la base. Oui, je veux juste vouloir se mettre autour de la table, ouvrir l'école sur son territoire et dire ok, où en sont nos gamins, qu'est-ce qu'on veut faire pour eux? Et ça, en fait, c'est le point de départ d'une politique jeunesse. Parce que l'éducation, la jeunesse, c'est éminemment lié, donc on va pas faire une frontière invisible qui n'a pas de sens. Donc oui, tout reste à faire. Quand on peut pas prévoir, de toute façon, il faut vouloir. On est dans une période d'incertitude totale, donc on peut aujourd'hui décider de s'organiser face à ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce décrochage, qui est intolérable, parce que voilà, c'est juste pas la mission de l'école que de fabriquer cette dichotomie-là, ni celle des territoires. Tout le monde a envie d'inclure. Donc allons-y. Alors justement, la dernière question sera pour vous. Est-ce qu'une filière comme celle qui est développée à l'ESEPAC, elle est porteuse pour le territoire? Toutes les filières le sont. La spécificité en fait de la filière que je dirige, c'est que on est dans une véritable transition numérique, c'est-à-dire que j'ai plongé dans le bain en fait du packaging. Et je me suis approprié leur langage, ils se sont appropriés le langage d'informaticiens comme moi. Et ce qu'on expérimente en fait avec le packaging, on est en train de l'expérimenter avec le textile. Parce qu'il ne suffit pas en fait de dire aux acteurs des différents secteurs industriels, passez votre transition. Il faut les accompagner. Donc ça demande aux informaticiens de faire un pas de côté, comprendre la problématique, mais ça demande aussi aux acteurs des domaines d'ouvrir les portes. En fait. Et ce qu'on expérimente dans le packaging, on va l'expérimenter dans le textile, on va l'expérimenter dans plein de secteurs, et on va se poser la question en fait de comment on arrive à faire converger tout ça, aussi dans un esprit qui pourrait allier l'écologie. J'en parle aussi parce que je fais de la recherche là-dessus, et on est nombreux en fait en France à réfléchir à on va dire la dimension RSE en fait du numérique, la question de l'accessibilité, on en a parlé tout à l'heure, comment on peut rendre des sites accessibles, mais comment on peut aussi réduire l'empreinte carbone des ressources numériques que l'on utilise, parce qu'il y a une empreinte carbone qui est quand même assez conséquente. Voilà. Cette empreinte carbone, on la voit bien dans les objets qu'on jette, on la voit bien dans les équipements que l'on jette aussi, ou qu'on peut réutiliser, et il y a aussi donc l'empreinte carbone de la ressource numérique, quel que soit en fait son format et son type, que l'on peut optimiser. Et ça, c'est un sujet que j'expérimente avec les étudiants à l'université, que j'expérimente là depuis le 1er octobre avec des élèves de collège, et je me rends compte que, en fait, il y a toute une génération qui est ouverte à ça, qui est prête à ça, qui a envie de ça. Voilà.